Pour mes 18 ans, mon frère a eu une fête surprise et un nouveau téléphone. J'ai eu un gâteau à moitié mangé et une carte qui disait « Sois plus comme lui ». Tout le monde a ri. J'ai fait semblant que ça ne me faisait pas mal. Ce soir-là, j'ai pris le bus pour la ville avec $40 et un sac à dos. Une semaine plus tard, ma mère a laissé un message vocal en pleurs « S'il te plaît, rentre à la maison ». On ne savait pas. Je croyais autrefois que l'univers avait un sens de l'humour tordu. Sinon, comment expliquer ce qui s'est passé le jour où je suis devenu adulte? Je m'appelle Liam. J'ai 18 ans maintenant. Et si je vous disais que ma famille a oublié mon anniversaire, ce serait en fait plus doux que ce qu'ils ont réellement fait. Voyez-vous, l'oubli, ça blesse. Mais ce qu'ils ont fait, ça, c'était intentionnel, comme la chute d'une blague dont j'ignorais faire partie. Laissez-moi revenir un peu en arrière. J'ai grandi dans une petite ville où tout le monde connaît votre nom, et probablement la couleur de vos draps. Ma famille était l'image parfaite de la banlieue, maman, papa, 2 fils, la clôture blanche, les barbecues dans le jardin. Vous voyez le genre. Mon frère Tyler a 2 ans de moins que moi. Mais si vous nous rencontriez ensemble, vous penseriez qu'il est l'enfant roi et que je suis un cousin éloigné un peu bizarre qu'il laisse dormir sur le canapé à contre-cœur. Tyler était celui qui faisait du bruit. Charmant, sportif, il savait toujours comment capter l'attention d'une pièce entière. Moi, j'étais plutôt un bruit de fond, calme, observateur, le genre de gamin qui finit ses devoirs en avance juste pour que personne ne se fâche. Maman et papa n'ont jamais dit qu'ils avaient un préféré, mais on n'a pas besoin de le dire quand tout le reste le hurle. Tyler avait des câlins quand il rentrait tard. Moi, j'avais droit à des sermons si je n'envoyais pas de texto dans les 10 minutes. Il a planté la voiture familiale à 16 ans et en a eu une plus récente 6 mois plus tard. J'ai demandé un ordinateur portable d'occasion pour l'école et j'ai reçu une liste imprimée d'emplois qui embauchent des ados. J'essaie toujours de ne pas me laisser atteindre, je me dis. Peut-être qu'ils pensent que je suis plus indépendant. Peut-être qu'ils sont plus durs avec moi parce qu'ils attendent plus de moi. Vous savez, ces petits mensonges qu'on se raconte pour faire passer une pilule amère. Mais mon 18e anniversaire, c'est là que le masque s'est fissuré. C'était un jeudi. Je m'en souviens, parce que j'avais un contrôle de maths ce matin-là, et je l'ai raté. Complètement planté. Je me sentais déjà mal quand je suis rentré à la maison après l'école. Je m'étais dit qu'il y aurait peut-être un petit dîner, ou même juste mon plat à emporter préféré, quelque chose. Je ne demandais pas un feu d'artifice ou une parade, juste un petit signe pour me montrer que je comptais. Au lieu de ça, je suis entré dans un salon rempli de ballons et de serpentins, bleus et argentés, avec le joyeux anniversaire affiché sur le mur. Mon cœur a vraiment fait un bond pendant une seconde. J'ai pensé, oh, ils s'en sont souvenus. Et puis Tyler est entré derrière moi, souriant jusqu'aux oreilles. « Qu'est-ce que t'en penses ?» a-t-il dit, les yeux pétillants. Surprise. C'est là que j'ai remarqué que la bannière ne disait pas « Joyeux 18 ans ». Elle disait juste « Joyeux anniversaire ». Et Tyler, son anniversaire est dans 3 semaines. Maman est sortie de la cuisine avec un chapeau de fête, enregistrant déjà tout sur son téléphone. « Tu es rentré. » Elle lui a souri, rayonnante, en m'ignorant complètement. « Vite, mets-toi là-bas près de la table. On doit prendre une photo avant de couper le gâteau. » Je suis resté là, mon sac à dos toujours sur les épaules, à regarder toute ma famille s'agiter autour de moi comme si c'était le matin de Noël. Mon père a donné à Tyler une boîte emballée avec un vrai nœud, et Tyler l'a déchiré comme un gosse. C'était un téléphone tout neuf, le dernier modèle. J'avais encore un modèle d'occasion fissuré avec une batterie qui tenait peut-être 4 heures dans les bons jours. Je me suis raclé la gorge. Ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui? Tout le monde s'est figé, juste un instant. Puis maman s'est tournée vers moi, a forcé un rire et a dit, « Oh, c'est vrai. On ne t'a pas oublié, chérie. Tiens. » Elle m'a tendu une carte pliée et a pointé du doigt le comptoir de la cuisine où un petit gâteau était posé. À moitié mangé, pas de bougie, pas de nom, juste une part manquante dans le coin, un peu écrasée comme si quelqu'un l'avait utilisée pour caler un tiroir. La carte disait « Sois plus comme lui ». C'était tout. Pas de blague, pas d'amour, même pas un joyeux anniversaire. Et puis ils ont ri. Ce n'était pas cruel au début, plutôt un rire nerveux, comme s'ils pensaient que tout ça n'était qu'une bonne blague. Et j'étais censé rire aussi. Mais personne n'a dit « Je plaisante ».
Personne n'a offert une deuxième carte ou un vrai cadeau. Juste Tyler tenant son nouveau téléphone, l'air légèrement mal à l'aise avant de détourner le regard. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête, posé la carte sur le comptoir et je suis monté à l'étage. Cette nuit-là, j'ai préparé un sac à dos, un sweat à capuche, 2 chemises, un jean, des chaussettes, mon chargeur de téléphone, et les $40 de secours que j'avais cachés dans une boîte à chaussures sous mon lit. J'ai attendu que la maison soit calme. Ensuite, j'ai marché 4 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus, sous la lueur ambrée d'un lampadaire clignotant, et je suis monté dans le dernier Greyhound en direction de la ville. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais juste que je ne pouvais pas rester. Une semaine plus tard, ma mère a laissé un message vocal. Sa voix tremblait. Elle pleurait. Liam, s'il te plaît, rentre à la maison. On ne savait pas. On n'a pas réfléchi. S'il te plaît, reviens. Ton père fait le tour du quartier en voiture pour te chercher. S'il te plaît. Je n'ai pas décroché, parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Mais ce n'était que le début. Ce qu'ils ont fait ensuite a rendu les choses pires, bien pires, parce qu'au lieu d'essayer d'arranger les choses, ils ont transformé ça en spectacle pour leurs amis, pour les réseaux sociaux, pour la famille. Soudain, j'étais l'enfant à problème qui s'était enfui de la maison parce qu'il ne supportait pas la discipline. Et quand j'ai découvert ce que Tyler disait dans mon dos, c'est là que j'ai arrêté de douter de moi-même. C'est là que j'ai commencé à planifier la suite. Le message vocal est resté dans ma boîte de réception pendant 3 jours avant que je n'écoute le tout. Je gardais mon pouce en suspens au-dessus du bouton lecture, entendant ces premières secondes de la voix brisée de maman, puis je reculais. Ce n'était pas que je ne voulais pas savoir ce qu'elle avait à dire. C'est que je le savais déjà. Ce serait de la culpabilité enveloppée dans un amour de façade. Le genre qu'on sort pour les voisins et les parents curieux. Le genre qui fait bien sur Facebook mais qui ne vous prend pas dans ses bras quand vous rentrez à la maison. Je squattais dans une auberge de jeunesse délabrée en ville. $50 la semaine si ça ne vous dérangeait pas de partager une chambre avec 2 gars qui vendaient des lunettes de soleil contrefaites le jour et jouaient à des jeux de guerre sur plateau toute la nuit. Je restais dans mon coin, dormant avec mon sac à dos sous la tête et l'argent de secours zippé à l'intérieur de ma chaussette. Chaque matin, je marchais dans les rues comme si j'avais ma place ici. Pas de plan, pas de filet de sécurité, mais j'avais cet étrange sentiment de calme, comme si j'avais enfin arrêté de courir sur un tapis roulant que quelqu'un d'autre contrôlait. Mais j'étais toujours blessé. Pas seulement à cause de l'anniversaire. Ça, c'était juste l'étincelle. C'était tout le reste. Chaque pourquoi tu ne peux pas être plus comme Tyler. Chaque fois que je devais mériter les choses 2 fois plus dures juste pour être remarqué. Chaque dîner où ils interrogeaient Tyler sur son entraînement de football et reconnaissaient à peine mon certificat d'honneur scolaire. C'était comme si j'avais passé une audition pour un rôle pour lequel je n'avais jamais été retenu. Je n'avais pas prévu de rentrer. Mais la vie, comme d'habitude, avait d'autres plans. Ça a commencé avec ma tante Denise. C'était la sœur aînée de ma mère, bruyante et sans filtre de la meilleure façon possible. Elle a découvert que j'étais parti quand maman l'a finalement appelée en panique, espérant probablement que Denise aiderait à limiter les dégâts. Au lieu de ça, Denise m'a appelé. Elle a retrouvé mon numéro dans une vieille conversation de groupe de Noël et a laissé un message direct. « Appelle-moi, Liam. » Maintenant. Alors, je l'ai fait. « Tu es en sécurité ?» a-t-elle demandé. « Non, pas d'échauffement. »« Ouais » ai-je répondu, essayant d'avoir l'air plus stable que je ne l'étais. « Je vais bien. »« Tu as 18 ans maintenant » a-t-elle dit comme si elle se le rappelait à elle-même. « Ils ne peuvent pas te forcer à rentrer, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'essaieront pas de faire de toi le méchant. » Je suis resté silencieux. « Je sais ce qui s'est passé » a-t-elle ajouté. « Ta mère m'a raconté une version édulcorée, mais je ne suis pas stupide. J'ai vu comment ils te traitent. Je l'ai toujours vu. Je me suis juste dit que tu finirais par passer au-dessus ou qu'il grandirait. J'imagine que ça n'est pas arrivé. » C'était la première fois qu'un adulte validait mon expérience à voix haute. Ça m'a frappé comme une brique. J'ai dû m'asseoir sur un trottoir, la gorge serrée. « Je n'ai pas grand-chose » a dit Denise. « Mais si jamais tu as besoin d'un endroit, vraiment besoin d'un endroit, tu m'appelles. » D'accord. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je me suis assis là à regarder la ville respirer. Les voitures qui klaxonnaient,
les gens qui marchaient vite avec leur café et leurs échéances, un type qui criait à propos d'un chien perdu près du coin de la rue. J'aurais dû me sentir seul, mais au lieu de ça, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé la première lueur de quelque chose de solide. Une semaine a passé, puis deux. Puis j'ai fait une erreur. J'ai regardé l'Instagram de Tyler. Il avait posté des photos de sa fête d'anniversaire, celle avec les ballons, le gâteau et le téléphone. Sauf que sur les photos, il m'avait coupé au montage. Littéralement, il y avait une photo où je me souvenais être debout juste à côté de lui. Mon épaule aurait dû être visible au moins, mais il avait filtré et recadré si soigneusement qu'on aurait dit que je n'avais même pas été là, comme si je n'avais jamais existé à ce moment-là. La légende disait, meilleur anniversaire de tous les temps. Tellement chanceux d'avoir la famille la plus solidaire. Je ne saurais pas qui je suis sans eux. Ça a piqué. Mais ce qui m'a brisé, c'était la section des commentaires. Maman, tu mérites tout, mon chéri. Ton cœur est de l'or pur. Papa, fier ne commence même pas à couvrir ce que je ressens. Karen, l'ami de la famille, beau et humble, contrairement à certaines personnes. Certaines personnes n'étaient pas subtiles. Karen était le genre de personne qui qualifiait les enfants comme moi de trop sensibles. Quand on s'exprimait, elle m'a dit une fois que la dépression était un choix. J'ai failli répondre. J'ai failli taper un paragraphe amer expliquant que cette fête était la mienne. Que j'avais eu 18 ans ce jour-là. Qu'il m'avait donné un gâteau entamé et une carte qui me disait en gros d'effacer qui j'étais. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste fixé cette section de commentaires pendant un long moment, le cœur battant comme s'il voulait s'arracher de ma poitrine. Puis j'ai jeté mon téléphone sur le matelas et je l'ai laissé sonner quand maman a rappelé plus tard ce soir-là. Le tournant n'a pas été dramatique. Pas de grosses disputes, pas de cris. C'était subtil, calme, comme une écharde qui remonte enfin à la surface. C'est arrivé quand j'ai reçu un email de ma conseillère d'orientation du lycée. Bonjour Liam. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste prendre des nouvelles parce que tes parents m'ont demandé de te retirer de la liste d'admission anticipée à l'université et de retarder tes candidatures jusqu'au semestre prochain. Ils ont dit que tu prenais du temps pour te remettre les idées en place. Est-ce vrai? Fais-moi savoir. Je peux aider si tu as besoin de soutien. Mon sang s'est glacé. Je n'avais rien dit sur le fait de prendre du temps. Je postulais pour une décision anticipée. J'avais mes essais sauvegardés dans Google Doc, à moitié prêts. La bibliothèque municipale offrait Internet gratuit et j'avais prévu d'y aller le week-end pour tout soumettre. Ils sabotaient mon avenir. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste une histoire d'anniversaire ou d'être négligé. Ils ne se contentaient pas de ne pas se soucier de moi. Ils travaillaient activement contre moi. Et pourquoi? Parce que je suis parti. Parce que j'ai enfin dit ça suffit. J'ai appelé la conseillère immédiatement et je lui ai dit la vérité, que j'avais quitté la maison, mais pas parce que j'étais instable, mais parce que mon foyer l'était. Je ne suis pas entré dans toute l'histoire de l'anniversaire, mais j'en ai dit assez. Je lui ai demandé de n'accepter aucune demande concernant mon dossier à moins qu'elle ne vienne directement de moi. Elle a accepté, la voix compatissante, puis m'a envoyé un email pour confirmer qu'elle avait rétabli mes candidatures et verrouillé mon profil contre les modifications extérieures. J'ai raccroché, tremblant, furieux, mais étrangement calme, comme le moment avant une tempête quand le ciel devient immobile. J'avais fini d'être gentil. Mais ce qui a suivi, ça, c'était la vraie trahison. Denise m'a appelé quelques jours plus tard, chuchotant comme si elle ne voulait pas que quelqu'un l'entende. Je viens de quitter la maison de tes parents, a-t-elle dit. Ils m'ont invité à dîner pour recoller les morceaux, mais Liam, ce n'était pas à propos de toi. J'ai cligné des yeux, m'asseyant sur mon lit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils voulaient que je prenne Tyler chez moi pour quelques semaines, a-t-elle dit. Ils ont dit qu'ils avaient besoin d'espace, que les choses étaient trop tendues à la maison avec ton départ, et que Tyler souffrait émotionnellement. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait, mais ce n'était pas le cas. Ils ont dit qu'il faisait des siennes parce que tu lui manques. Denise a continué, mais ensuite ta mère m'a pris à part et a dit, je cite, « Nous avons besoin que Liam voie que s'enfuir ne lui apporte pas d'attention. » On essaie la psychologie inversée. Si Tyler reste avec toi, peut-être que Liam rentrera à la maison et arrêtera ses bêtises. Ma bouche est devenue sèche. Ils utilisent ton frère comme un pion, Liam, a-t-elle dit doucement. Et pire, Tyler a accepté. Je ne savais pas ce qui faisait le plus mal,
qu'il me manipule ou que Tyler soit complice. Peut-être que je n'aurais pas dû être surpris. Il avait toujours joué sur les deux tableaux. Monsieur pacificateur quand ça l'arrangeait, complice silencieux quand ça ne l'arrangeait pas. Mais ça, c'était un nouveau niveau de bassesse. J'ai demandé à Denise de ne pas le prendre chez elle. Elle a hésité. Je ne le ferai pas, a-t-elle fini par dire. Mais Liam, ils ne vont pas s'arrêter. Ils appellent la famille, construisent ce récit où tu es le fugueur à problème. Ils font croire aux gens que tu te drogues, ou que tu as mis quelqu'un enceinte, ou que tu te rebelles juste. Tout est faux, mais ils construisent ça brique par brique. Je l'ai remercié encore une fois. Puis j'ai mis fin à l'appel. Et cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la bibliothèque publique et j'ai commencé à écrire. Pas une diatribe, pas une entrée de journal, un plan. Voyez-vous, ils pensaient que j'étais parti et oublié. Ils pensaient que j'étais seul, à la dérive, désespéré de revenir en rampant. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je les voyais enfin clairement. Chaque masque, chaque mensonge. Et cette fois, je n'allais pas m'éloigner. Pas en silence. Pas encore. Après cet appel avec Denise, tout semblait différent. Le brouillard qui planait sur moi depuis la nuit de mon départ s'était enfin levé. Je ne flottais plus. Je tombais avec un but. Mais d'abord, je devais survivre. Vous connaissez cette expression, toucher le fond? Je pensais que ça ressemblait à un type sur un banc de parc avec rien d'autre qu'un manteau en lambeaux et une bouteille dans un sac en papier. Mais pour moi, toucher le fond, c'était me réveiller dans l'auberge à 4 heures du matin pour trouver mon sac à dos ouvert et mon argent de secours disparu. Pas de serrure cassée, pas de fenêtre brisée, juste disparu. Probablement quelqu'un avec qui je partageais la chambre. Probablement quelqu'un qui m'avait regardé dormir avec le sac sous la tête pendant des jours. Je voulais hurler. Je voulais frapper un mur ou courir jusqu'à la maison et cogner à la porte, exigeant qu'il m'aide, mais je ne l'ai pas fait. Je suis juste resté assis là dans le noir, à fixer la fermeture éclair vide comme si elle pouvait soudainement me donner des réponses. Le lendemain matin, j'ai essayé d'en rire. Tu t'es fait avoir, ai-je murmuré à moi-même dans le miroir de la salle de bain de l'auberge. Félicitations, tu as appris à la dure. Il me restait $6 dans mon portefeuille, une barre de céréales dans mon sweat, mon téléphone à 22%. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être en colère contre mes parents. J'ai commencé à me sentir engourdi, parce que le truc quand on est seul, c'est qu'il n'y a pas de filet de sécurité, pas de coussin pour amortir la chute. Quand les choses tournent mal, et elles tourneront mal, on ne vient pas vous sauver. Vous avez le choix, trouver une solution ou disparaître. Alors, j'ai trouvé une solution. J'ai commencé à passer mes journées à la bibliothèque municipale. Pas seulement pour le Wi-Fi ou la chaleur, mais parce que c'était le seul endroit où je me sentais invisible et vivant en même temps. Entouré de livres, d'histoires de gens qui s'étaient sortis de situations pires, j'ai trouvé quelque chose proche de la paix. Je m'asseyais là pendant des heures à postuler pour des emplois, à finir mes dossiers d'inscription à l'université, et juste à lire. De temps en temps, je pensais à ce que ma famille disait probablement. Il fait son cinéma. Il essaie juste de nous punir. Il reviendra en rampant quand il réalisera qu'il ne peut pas s'en sortir. Mais je ne voulais pas y retourner. Pas pour de l'aide, pas pour de la pitié, et certainement pas pour leur donner la satisfaction d'avoir raison. Un après-midi, alors que je parcourais sans but les offres d'emploi, j'ai entendu une conversation derrière moi. Deux gars parlaient du fait que leur livreur habituel les avait lâchés. L'un d'eux m'a regardé, probablement parce que j'étais assis à cette même table depuis une semaine d'affilée, et a dit « Eh, tu sais faire du vélo ?» J'ai cligné des yeux. « Oh ouais, tu veux te faire 30 balles ?» C'est comme ça que j'ai commencé à travailler pour une petite sandwicherie à 4 pâtés de maison de la bibliothèque. Ce n'était pas glamour. Ils ne m'ont même pas donné de vélo, juste un vieux clou bosselé que je pouvais emprunter si j'acceptais de réparer les pneus moi-même. Je l'ai fait. J'ai réparé la chambre à air avec du scotch et une prière, et j'ai commencé à faire des livraisons dans la ville. Pour boire en liquide uniquement. Le premier jour, j'ai gagné $42, plus que je n'avais jamais gagné en faisant des corvées à la maison. J'ai mangé un vrai repas ce soir-là. Des nouilles instantanées bon marché, une pomme, et une de ces barres chocolatées qui coûtent plus cher qu'elles ne devraient, mais qui m'ont fait me sentir humain à nouveau. Au cours des semaines suivantes, j'ai construit une routine. Réveil tôt,
douche à la salle de sport. Le propriétaire de la sandwicherie m'a refilé un abonnement gratuit après que j'ai couvert 3 doubles services. Livrer des sandwichs de 10h à 16h. Travailler sur les trucs de la fac le soir à la bibliothèque, puis dormir à l'auberge. C'était petit, fragile, mais c'était à moi. J'ai commencé à tenir un petit carnet où j'écrivais des objectifs, des citations entendues, des rêves bizarres, même juste des pensées aléatoires. Un jour, j'ai écrit « Tu n'es pas invisible. Tu grandis juste dans l'obscurité ». Cette phrase est restée avec moi. À la mi-novembre, j'avais assez économisé pour quitter l'auberge. Denise m'a aidé à trouver une chambre à louer dans un quartier calme près de la périphérie de la ville. Une vieille dame louait son sous-sol pour pas cher en échange de quelques corvées de base. C'était froid, il y avait des courants d'air, et ça sentait la naphtaline. Mais j'avais une clé, un endroit qui fermait à clé, un espace à moi. Denise m'a même donné un ordinateur portable d'occasion. Rien de chic, mais assez pour écrire des essais et vérifier mes mails sans vivre à la bibliothèque. Elle n'a rien demandé en retour. La première fois que je lui ai apporté des courses juste pour dire merci, elle m'a regardé comme si je lui avais donné de l'or. « Tu as toujours été un bon gamin », a-t-elle dit doucement. Il ne savait juste pas comment le voir. J'ai failli m'effondrer en pleurs dans son allée. La semaine avant Noël, j'ai reçu ma première admission à l'université. Ce n'était pas l'école de mes rêves, mais c'était la mienne. Bourse complète. Ils m'ont offert une place pour le semestre de printemps si je pouvais prouver mon indépendance financière. J'ai appelé le bureau des admissions, expliqué ma situation et leur ai tout envoyé, lettres, vieux relevés bancaires, même un mot de Denise. 2 jours plus tard, ils ont rappelé et ont dit « Bienvenue ». J'ai raccroché et je me suis assis au milieu du sol, fixant l'email avec mon nom dessus. Ce soir-là, j'ai acheté un petit cupcake à la boulangerie en bas de la rue, allumé une bougie, et je me suis chanté un félicitations tout bas. Je ne l'ai toujours pas dit à mes parents. Pas encore. Ils postaient toujours des selfies de famille en ligne. Le dîner de Thanksgiving avec Tyler en bout de table. La légende de maman, reconnaissante pour le fils qui est resté. Mon nom n'a pas été mentionné. Aucune mention. Comme si j'avais été effacé. Mais c'était bien, parce que je n'étais pas parti. Je construisais. Et petit à petit, je devenais quelqu'un qu'il ne pouvait plus toucher. Le meilleur, c'est que Tyler a repris contact. Ça a commencé par un texto. Tyler, ça va? Je l'ai regardé pendant un long moment. Je ne savais pas quoi dire. Je n'étais plus en colère. J'étais juste épuisé. Mais quelque chose m'a dit de ne pas l'ignorer. Alors, j'ai répondu, moi? Ça va. Et toi? Il a attendu une journée entière avant de répondre. Tyler, les choses sont bizarres ici. Il parle de toi comme si tu étais une sorte de fantôme. Maman a pleuré la semaine dernière parce qu'elle a vu ta brosse à dents toujours dans la salle de bain. Ça m'a frappé plus fort que prévu. Pas parce qu'il me manquait, mais parce qu'ils ne pleuraient que l'idée de moi, pas la personne qu'ils avaient repoussée. Tyler, je ne savais pas qu'ils allaient m'utiliser comme ça. Je pensais qu'ils voulaient vraiment t'aider à revenir. Je suis désolé de ne pas avoir répondu tout de suite. Que pouvais-je même dire? Que désolé et n'effaçez pas 18 ans à être le second? Que j'aurais aimé qu'ils me défendent quand ça comptait? Que je détestais la facilité avec laquelle ils pouvaient se glisser dans le rôle de victime ou de héros, selon la situation? Mais je me suis aussi souvenu de quelque chose que Denise avait dit une fois, tu n'es pas obligé de laisser les gens revenir dans ta vie, mais ne les laisse pas pourrir à l'intérieur de toi non plus. Alors je lui ai envoyé une ligne. Moi, merci. Je me débrouille. C'était suffisant pour l'instant. Les semaines ont passé. Noël est venu et reparti. Je l'ai passé avec Denise. Juste nous deux et son chat tigré en surpoids. On a regardé de mauvais films de Noël, mangé trop de tartes et joué aux cartes tard dans la nuit. À un moment donné, elle m'a regardé et a dit, tu sais, tu n'es pas brisé. Tu as juste été élevé sous le mauvais projecteur. Je n'ai pas répondu, j'ai juste hoché la tête parce qu'elle avait raison. En janvier, j'ai mis mes affaires dans 2 valises et j'ai emménagé dans ma chambre universitaire. Mon colocataire était un étudiant transféré nommé Gab. Bruyant, sarcastique, toujours en train de manger des chips, mais authentique. On s'est bien entendu tout de suite. Il se fichait de mon passé, il voulait juste savoir ce que je voulais faire.
Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de devoir me faire tout petit. J'ai commencé à suivre les cours, rejoint quelques clubs, j'ai même trouvé un emploi à temps partiel pour aider au centre d'écriture du campus. Il s'avère qu'aider d'autres personnes à raconter leurs histoires me donnait l'impression d'avoir plus de contrôle sur la mienne. Un jour, Gab m'a surpris en train de regarder une photo que j'avais imprimée. Moi et Denise, les bras l'un autour de l'autre, souriant devant son sapin de Noël. Il a souri. « C'est ta mère ?» J'ai eu un petit sourire en coin. Mieux. Ce printemps-là, j'ai reçu un email d'un concours d'édition auquel j'avais participé sur un coup de tête. Ils ont choisi mon essai, où j'écrivais sur mon départ de la maison, pour le premier prix. Il serait imprimé dans une petite revue littéraire et partagé avec les nouveaux étudiants de première année. J'ai lu l'acceptation 3 fois avant de réaliser. Et puis, comme sur commande, j'ai reçu un autre email de mon père. Juste l'objet. Parlons. Et juste comme ça, le passé n'était plus derrière moi. Il frappait à la porte. J'ai fixé l'objet du mail pendant ce qui a semblé être une heure. Parlons. 2 mots, pas de ponctuation, pas de chaleur. Ça venait de l'ancienne adresse mail pro de mon père, celle qu'il utilisait quand il voulait avoir l'air sérieux. Pas papa, pas des fils, juste une commande enveloppée de lettres minuscules, lâchée dans ma boîte de réception comme un caillou essayant de faire des ronds dans l'eau sur un lac déjà gelé. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Au lieu de ça, j'ai marché dans le couloir jusqu'au café du campus, je me suis acheté le café le plus fort qu'ils avaient, et je me suis assis près de la fenêtre avec mon téléphone sur les genoux. Pendant une seconde, j'ai envisagé de supprimer l'email sans le lire. Mais quelque chose en moi a marqué une pause. Pas exactement de la curiosité, plutôt de la stratégie. Quelque chose avait changé en moi ces derniers mois. Je ne réagissais plus. Je planifiais. Et pour bien planifier, il faut des informations. Alors, j'ai ouvert l'email. Liam, on a beaucoup pensé à toi. Ce n'est pas pareil ici sans toi. Ta mère a du mal et Tyler est plus calme ces derniers temps. On aimerait vraiment parler. Peut-être dîner si tu es d'accord. Je sais que les choses ne se sont pas bien terminées, mais on veut arranger les choses. Fais-nous savoir. Papa. C'était plus propre que ce à quoi je m'attendais. Pas d'accusation, pas de culpabilisation manipulatrice, juste un rameau d'olivier soigneusement formulé. Mais voilà le truc. Je les avais déjà vus arranger les choses avant. Je les avais vus balayer les problèmes sous le tapis tellement de fois que le sol en avait des bosses. Je n'avais pas besoin de tourner la page. J'avais besoin de la vérité. Et j'avais besoin qu'ils ressentent ce que c'était que d'être à l'extérieur et de regarder à l'intérieur, parce que quelque chose me tracassait depuis cet appel avec ma conseillère du lycée. Comment avait-il eu accès à mes candidatures universitaires en premier lieu? Il ne pouvait pas se connecter sans mon mot de passe. Il n'aurait pas dû pouvoir demander des modifications ou des retraits. Et puis ça m'a frappé. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient juste besoin de prétendre être moi. J'ai ouvert mon compte email, cherché dans mes messages envoyés de l'époque où je vivais encore à la maison. Effectivement, c'était là. Un vieux message transféré de mon école avec le lien vers le portail étudiant. L'entête disait encore FWD. Gardez ce lien privé. Maman y avait accès. Tyler aussi? Probablement, peut-être même papa. Et ça voulait dire qu'ils auraient pu appeler la conseillère ou même se connecter en prétendant être moi. Et s'ils l'avaient fait une fois, ils pourraient l'avoir fait à nouveau. Cette nuit-là, j'ai changé tous mes mots de passe. Pas seulement l'email, banque, portails universitaires, candidature, même mon compte Netflix. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs sur tout et j'ai créé une nouvelle adresse email juste pour l'université et l'aide financière. Je n'allais pas me faire prendre au dépourvu à nouveau. Et j'ai commencé à penser, s'ils étaient prêts à saboter mon avenir juste pour contrôler le récit, qu'avaient-ils fait d'autre que je ne savais pas? J'ai fait une liste. Qui savait que j'étais parti? Qu'est-ce qu'ils avaient dit aux gens? Qui les avait crus? Qui ne les avait pas crus? Plus j'y pensais, plus je réalisais à quel point ils avaient du pouvoir, socialement, émotionnellement, même financièrement. Parce que je ne m'étais jamais déclaré financièrement indépendant légalement, ils pouvaient encore avoir accès à certains dossiers, FAFSA, dossiers médicaux. Et si je ne me séparais pas d'eux correctement, ils pouvaient continuer à interférer. Alors,
Je suis allé au bureau de l'aide financière et j'ai demandé ce que je devais faire pour me déclarer étudiant indépendant. Ce n'était pas facile. Je devais prouver l'éloignement familial, montrer que je payais mes propres factures, et soumettre des lettres de tiers. Denise a aidé, mon ancienne conseillère aussi. Elles ont toutes deux écrit des lettres expliquant la situation, soutenant mon histoire sans la dramatiser à l'excès. Ça a pris 3 semaines, mais j'ai finalement été approuvé. Et avec ça, ils ont perdu leur emprise. Maintenant, ils ne pouvaient plus voir mes notes, ne pouvaient pas ajuster mon statut, ne pouvaient plus tirer les ficelles en coulisses. J'étais intouchable. Mais je ne voulais pas me venger juste pour moi. Je voulais exposer ce qu'ils avaient fait, m'assurer que tous ceux à qui ils avaient menti voient la vérité. Et l'opportunité est venue du dernier endroit auquel je m'attendais. Tyler. Il m'a envoyé un autre texto. Message court. Tyler, il prépare quelque chose. J'ai haussé un sourcil et répondu, moi? Quelque chose comme quoi? Sa réponse est arrivée 1 minute plus tard. Tyler, ils organisent une grande fête pour les 50 ans de papa, ils invitent tout le monde, la famille, les voisins, même tes anciens profs. J'ai cligné des yeux. Ça n'avait pas l'air sinistre en soi, jusqu'à ce que le message suivant arrive. Tyler, ils vont faire un discours sur la façon dont ils t'ont pardonné, même si tu as brisé la famille. Ils veulent que les gens pensent qu'ils ont pris la voie de la sagesse. Ils répètent le discours avec moi. J'ai fixé mon téléphone, le cœur battant, pas de peur, mais d'anticipation. C'était le moment. C'était le moment où je pouvais retourner le récit. J'ai appelé Tyler. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé. Aux dernières nouvelles, ça t'allait bien de jouer sur les 2 tableaux. Il a soupiré. C'était le cas. Je ne comprenais pas avant, mais les regarder écrire ce discours comme si c'était un film de rédemption, comme si tu n'étais qu'une phase qu'ils ont surmontée, ça m'a paru dégueulasse. Tu as dit quelque chose? J'ai essayé. Ils m'ont fait taire. Ils ont dit que je ne comprends pas la loyauté familiale. J'ai ri amèrement. Bien sûr qu'ils ont dit ça. On est resté silencieux un instant. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il dit. Je pensais juste que tu devais savoir. Fais ce que tu veux avec ça. Et juste comme ça, il m'a donné la clé. J'ai passé les 2 semaines suivantes à planifier. D'abord, j'ai contacté tante Denise, je lui ai tout dit. Elle était furieuse, pas seulement à cause de la manipulation, mais à cause de la mise en scène de tout ça. Ils réécrivent le script, a-t-elle dit. Mais tu tiens toujours le stylo. Alors on a fait un plan. Denise était toujours invitée à la fête. Tout comme quelques autres parents éloignés qui m'avaient discrètement contacté pour me soutenir au cours des derniers mois. Des gens à qui je n'avais pas répondu à l'époque, mais que je réalisais maintenant pouvoir être des alliés. J'ai rédigé une lettre, pas une diatribe, pas une liste de plaintes, juste la vérité. Ce qui s'est vraiment passé. L'anniversaire, le message vocal, le sabotage. J'ai inclus des captures d'écran de mails et de textos, des dates, même un extrait du message vocal coupé pour qu'il ne paraisse pas cruel, juste assez révélateur pour être réel. Je l'ai titré « Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez sur les raisons de mon départ ». Je l'ai imprimé sur du beau papier, police propre, signé mon nom en bas. Denise a accepté de distribuer les lettres discrètement à la fête aux personnes en qui elle avait confiance. Elle avait même prévu d'en placer quelques-unes près de la table d'entrée où les gens récupéreraient leurs badges et leurs plans de table. Juste assez décontracté pour se fondre dans le décor, juste assez audacieux pour être remarqué. Je ne voulais pas un spectacle. Je voulais une exposition. Et puis la cerise sur le gâteau, j'ai enregistré une courte vidéo, juste 2 minutes. Moi assis calmement dans ma chambre d'étudiant, pas en colère, pas brisé, juste moi. J'ai dit, « Salut, si vous regardez ceci, vous me connaissez probablement comme le gamin qui est parti. Peut-être avez-vous entendu dire que j'étais instable, ou égoïste, ou que je traversais quelque chose de dramatique. La vérité est plus simple. Je suis parti parce qu'on me traitait comme si je ne comptais pas. Je ne suis pas parti pour punir qui que ce soit. Je suis parti pour me sauver. Je vais bien maintenant, mieux que bien. Je suis en sécurité à l'école et je vis enfin ma vie selon mes conditions. Je ne veux pas de pitié. Je ne veux pas de drame. Je veux juste que la vérité soit connue, parce que pendant longtemps, ils ont parlé pour moi. Maintenant, je parle pour moi-même.
Merci d'avoir écouté. Je l'ai mise en ligne en privé sur YouTube, non répertorié. Denise a imprimé des codes QR et en a glissé un dans chaque lettre. Laissez les gens lire. Laissez-les voir. Le jour de la fête est arrivé. Je n'y suis pas allé. J'ai passé l'après-midi au syndicat étudiant avec Gab à manger de la pizza grasse et à jouer aux cartes. Je n'avais pas besoin d'être là. Ma présence n'était pas requise. Mais ma vérité, elle, se montrerait sans moi. À 21h42, j'ai reçu le premier message. Cousin Jack. Putain de merde, Liam. Je n'avais aucune idée. Je viens de voir ta vidéo. Je suis désolé. J'ai toujours pensé qu'ils étaient juste stricts. Cette histoire d'anniversaire, mec. Ça m'a brisé. Puis est venu un autre, Monsieur Randall, vieux prof d'anglais. Je vous dois des excuses. J'ai cru la version qu'ils m'ont racontée, mais je vois maintenant à quel point ils ont déformé l'histoire. Vous méritiez mieux. Et puis de Tyler. Tyler, tu l'as fait. 2 mots, mais je savais ce qu'il voulait dire. Le discours n'a jamais eu lieu. Denise m'a dit plus tard qu'une fois que les lettres ont commencé à circuler, les gens ont commencé à parler doucement au début, puis plus audacieusement. Quelques-uns ont même confronté mes parents directement. Ma mère a pleuré, mon père s'est mis en colère, ils ont blâmé Denise, l'ont accusée de conspirer, mais le mal était fait. La vérité était sortie. Et l'histoire qu'ils essayaient de scripter, elle avait été déchirée et réécrite par moi. Dans les heures qui ont suivi la fête, mon téléphone a tellement vibré que j'ai cru que la vibration allait brûler un trou dans mon bureau. Je n'ai pas répondu à la plupart des messages. Je n'en avais pas besoin. Les gens ne m'envoyaient pas de messages parce qu'ils voulaient quelque chose. Ils envoyaient des messages parce qu'ils savaient enfin. Quelque chose dans cette validation silencieuse m'a touché différemment. Ce n'était pas bruyant ou dramatique. C'était juste propre, honnête, comme l'air qui s'éclaircit après un orage. Mais les retombées, cette partie-là n'a pas été calme du tout. Le lendemain matin de la fête, Denise a appelé. Pas envoyé de texto, appelé. Elle faisait rarement ça à moins que quelque chose d'important ne se passe. Assieds-toi, a-t-elle dit au moment où j'ai répondu. Je suis au lit, ai-je répondu. Bien, reste allongé, mais prépare-toi. Elle a pris une inspiration. Tes parents sont en mode gestion de crise. À fond. Ils appellent la famille depuis ce matin, essayant d'expliquer le malentendu. J'ai ri dans ma barbe. Laisse-moi deviner. Soudainement, ma lettre était fausse. Les captures d'écran étaient montées et le message vocal était sorti de son contexte. Oh, ils sont allés plus loin, a-t-elle dit. Ton père a essayé de dire qu'il voulait te donner de l'espace, mais que tu as déformé le récit. Ta mère a pleuré pendant 30 minutes d'affilée. Et puis un des oncles a fait remarquer que la date sur la photo du gâteau qu'ils ont posté l'année dernière ne correspondait pas à l'anniversaire de Tyler. Et tu sais ce que ton père a fait? Quoi? Il a blâmé la boulangerie. Je me suis couvert le visage avec mon oreiller et j'ai grogné. D'une certaine manière, c'était à la fois pathétique et prévisible. Et Tyler, ai-je demandé en m'asseyant. Il est parti tôt, a dit Denise. Après que la confrontation a commencé, il a dit qu'il en avait fini avec le théâtre et il est sorti. Pas de nouvelles de lui depuis. Ça m'a surpris. Le genre de surprise calme qui ne frappe pas d'un coup, mais par petites impulsions lentes. Et maintenant, ai-je demandé. C'est à toi de voir, a-t-elle dit. Ils perdent le récit, Liam. Les gens ne gobent plus l'histoire des pauvres parents incompris. Si tu veux entr'ouvrir la porte pour qu'ils s'expliquent, tu peux. Mais si tu veux garder tes distances, personne ne te blâmera. Je l'ai remercié, lui ai dit que j'avais besoin de temps. Puis j'ai raccroché et je suis resté assis là à fixer l'écran vide de mon ordinateur portable. La vengeance n'était pas un moment unique. Ce n'était pas la lettre. Ce n'était pas la vidéo. Ce n'était même pas la scène à la fête. La vengeance était un basculement de pouvoir lent et régulier. La vengeance, c'était le contrôle. Et pour la première fois, je l'avais. 2 jours plus tard, mon père m'a envoyé un autre email. Cette fois, l'objet disait « S'il te plaît ». Je l'ai ouvert. Pas rapidement, pas avec impatience, juste avec une curiosité calme qui me semblait encore nouvelle. Liam, les choses ont dérapé à la fête. Les gens nous ont mal compris.
Ce n'était pas comme ça qu'on voulait que les choses se passent. On veut s'expliquer en personne. On veut faire amende honorable. Ta mère est très bouleversée. S'il te plaît, papa. Pas une seule mention de ce qu'ils avaient réellement fait. Juste des phrases vagues comme mal compris et dérapées. Comme si la vérité n'était pas la vérité. Comme si je n'avais pas vécu chaque moment de tout ça. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. Au lieu de ça, j'ai rédigé un email différent, pas pour eux, mais pour le bureau administratif de l'université. J'ai demandé une restriction formelle sur les informations communiquées à mes parents, confirmant que j'étais légalement indépendant et que je ne souhaitais aucun contact de leur part concernant les questions scolaires. Ils l'ont approuvé en 48 heures. Ensuite, j'ai bloqué les numéros de mes parents. Pas définitivement, juste jusqu'à ce que je décide de la prochaine étape. Parce que le truc avec la vengeance, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être tape à accent grave l'œil. Elle a juste besoin d'être définitive. Les semaines ont passé. Ma vie s'est installée dans quelque chose qui semblait stable, ancré. Gab et moi étions pratiquement frères à ce stade. J'ai appris à cuisiner autre chose que des nouilles au micro-ondes. J'ai rejoint un groupe d'écriture. J'ai même été embauché comme tuteur pour les nouveaux étudiants, ce qui payait mieux que mon boulot à la sandwicherie et venait avec des bons repas gratuits. Les choses allaient bien, c'était paisible. Le plus étrange, c'est que l'absence de mes parents ne ressemblait pas à un membre manquant. Ça ressemblait à du tissu cicatriciel, c'est là, mais ça ne fait plus mal. Mais la paix seule n'était pas la fin de cette histoire. Pas la fin complète en tout cas, car il restait encore un dernier fil à couper. Un dernier mouvement, et il est venu de Tyler. Il s'est pointé sur le campus, sorti de nulle part. Je ne l'attendais pas. J'étais assis devant la librairie du campus, en train de manger un bagel et de réviser un brouillon d'essai quand j'ai entendu quelqu'un se racler la gorge. J'ai levé les yeux. Il était là, les mains dans les poches, les épaules légèrement voûtées, les cheveux en bataille comme s'il avait passé ses mains dedans pendant des heures. Il avait l'air plus vieux d'une certaine manière, pas physiquement, juste plus lourd, comme si la réalité s'était enfin posée sur lui. Et, a-t-il dit. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Je ne pensais pas te voir par ici. Je sais. Désolé de te prendre en embuscade. J'ai essayé d'envoyer des textos, mais tu n'as pas répondu. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. J'ai changé de numéro. Oh, il a hoché la tête, puis a regardé le sol. Logique. Nous sommes restés là en silence un moment. Le genre de silence qui s'installe entre deux personnes qui ont grandi dans la même maison mais ne se sont jamais vraiment connues. Finalement, il a dit, je voulais parler face à face de la fête, de tout. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Il l'a fait. Il a pris une profonde inspiration. Tu avais raison, a-t-il dit doucement. Sur le favoritisme, sur les 2 poids 2 mesures. Je ne voyais pas ça. Eh bien, je le voyais, mais je ne voulais pas le voir. Ça m'avantageait. Et quand quelque chose vous avantage, c'est facile de faire semblant que ça n'arrive pas. Son honnêteté m'a surpris. Je ne l'ai pas interrompu. Après ton départ, a-t-il continué, ils ont pété les plombs. Pas parce que tu leur manquais, du moins pas de la façon dont ils le disaient. Ils ont paniqué parce que l'image de la famille s'était fissurée. Ils se souciaient plus de ce que les gens pensaient que de l'endroit où tu étais. Et je les ai laissés m'utiliser pour rafistoler l'image. Il a dégluti. Ça, c'est ma faute. Je suis resté silencieux, laissant les mots atterrir. Il m'a jeté un coup d'œil. Tu n'es pas obligé de me pardonner. Je ne voulais juste pas être une autre personne qui disparaît quand les choses deviennent inconfortables. Je ne savais pas quoi dire. Alors, j'ai posé une question simple. Pourquoi m'avoir parlé de la fête? Parce que ce n'était pas juste, a-t-il dit. Et parce que tu méritais une chance de raconter ta version. Tu méritais une voix. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il a demandé, tu es heureux? J'y ai réfléchi. À la chambre que je louais. Au travail que j'aimais. Aux cours qui me mettaient au défi. Aux amis que je me faisais. À l'avenir qui me semblait enfin être le mien. Ouais, ai-je dit. Je le suis. Il a hoché la tête. A presque souri. Bien. Avant de se lever pour partir, il a ajouté, maman et papa sont en train de vriller. Les gens les regardent différemment maintenant,
pose des questions. Ils ne savent pas comment gérer ça. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Il a laissé échapper un souffle discret. Je sais, et c'est ce qui leur fait peur. Il a fouillé dans sa poche et a posé quelque chose sur la table avant de s'éloigner. C'était la carte d'anniversaire, celle qui disait « Sois plus comme lui ». Sauf que cette fois, quelque chose de nouveau était écrit en dessous, d'une écriture plus petite. Son écriture à lui. Je suis désolé. J'aurais dû être plus comme toi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de colère. Je me suis juste senti fini, complètement et totalement passé à autre chose. La vengeance avait déjà eu lieu, pas dans des explosions ou des concours de cris, mais dans l'effilochage silencieux de leur récit. La chute n'était pas la mienne. C'était la leur. Leurs mensonges se sont effondrés sous leur propre poids. Leur contrôle s'est émietté quand j'ai cessé d'avoir besoin de leur approbation. Leur réputation s'est fissurée quand la vérité est sortie. Et le moment où ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus scripter ma vie, c'était le moment où tout a basculé. Je suis rentré à mon dortoir, la carte à la main, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'étais gamin. De la légèreté. Et quand j'ai finalement jeté la carte dans la poubelle devant mon immeuble, je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je me suis senti libre, parce que la vengeance n'est pas toujours du feu. Parfois, c'est s'éloigner des flammes sans regarder en arrière. Et c'est exactement ce que j'ai fait. La dernière ligne, celle qui clôt le livre sur tout ça, je n'ai pas gagné en les détruisant. J'ai gagné en devenant quelqu'un qu'ils ne pourraient plus jamais blesser.